Il n'est pas exagéré de dire que la vie aurait été bien plus effrayante si les dinosaures étaient restés là. Mais si je vous disais que la Terre était autrefois peuplée de créatures encore plus grandes, plus méchantes et plus féroces. Des serpents surdimensionnés aux monstres des grands fonds, en passant par des bestioles bizarres tout droit sorties de vos cauchemars, voici quelques animaux qui étaient encore plus effrayants que les dinosaures. Dunkleosteus. Certaines des créatures les plus terrifiantes ayant jamais vécu étaient des habitants de l'eau, et Dunkleosteus ne fait certainement pas exception à la règle. Ce poisson brutal a vécu à la fin du Dévonien, il y a environ 370 à 360 millions d'années, et on l'appelle souvent l'âge des poissons. Pour information, c'est bien avant que les dinosaures ne foulent le sol de la Terre à une époque connue sous le nom d'ère mésozoïque, il y a environ 245 à 66 millions d'années, que les scientifiques ont divisé en 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Le Dunkleosteus, qui mesurait 8 à 10 mètres de long, était fuselé et ressemblait à un requin, avec une tête cuirassée et un visage que seule une mère pouvait aimer. Compte tenu de son apparence féroce, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le Dunkleosteus n'avait pas de véritables dents. Mais ne vous y trompez pas, à la place, il possédait 2 longues lames osseuses capables de briser et d'écraser presque tout. Et je dis bien presque tout, car le Dunkleosteus n'était certainement pas un mangeur difficile. Il mangeait des poissons, des requins et même des animaux de sa propre espèce. Ces crocs redoutables poussaient continuellement et se frottaient l'un contre l'autre, agissant comme des cisailles qui s'aiguisent elles-mêmes. Pour vous donner une idée de la puissance de ces mâchoires, les scientifiques ont supposé qu'elles pouvaient générer jusqu'à 3,5 tonnes par centimètre carré. À titre de comparaison, la morsure d'un lion est d'environ 290 kg par centimètre carré. Le défaut fatal de Dunkleosteus était qu'il était si gourmand qu'il souffrait souvent d'indigestion. Les fossiles de cette bête préhistorique ont souvent été trouvés à côté de restes de poissons régurgités et semi-digérés. Vous êtes peut-être heureux que Dunkleosteus n'existe plus, mais si vous voulez assurer que Trucs de Fou ne disparaissent jamais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous suffit de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner, et de leur montrer votre amour. Et n'oubliez pas de titiller cette petite cloche, ainsi vous serez les premiers à savoir quand je mettrai en ligne un contenu plus intéressant. Maintenant, attachez votre ceinture pour d'autres images qui vous donneront la chair de poule. Hélicoprion. Si vous pensiez qu'entrer dans l'eau avec un Dunkleosteus était une perspective terrifiante, attendez de connaître l'hélicoprion. Cet effroyable poisson de 6 à 8 mètres de long, vieux de 270 millions d'années, est la vedette de l'un des plus grands mystères fossiles qui ait jamais déconcerté les paléontologues. Tout a commencé par la découverte d'étranges verticiles pétrifiés de dents allongées qui ressemblaient à de cauchemardesques petits pains fruités fossilisés. La géologue russe Alexander Petrovitch Karpinski a inventé le nom d'hélicoprion en 1899 après avoir déterminé que les étranges fossiles faisaient en fait partie d'un poisson ressemblant à un requin. Selon lui, l'appareil alimentaire inhabituel était attaché au nez de cette créature morte depuis longtemps, à la manière d'une corne de fête enroulée en permanence. Mais les restes ont continué à intriguer les paléontologues pendant plus d'un siècle. Les années passées à spéculer sur la véritable disposition des dents ont donné lieu à une multitude de visions bizarres de requins avec des verticiles de dents accrochés à leur museau, pendant de leur mâchoire inférieure, des nageoires dorsales, des nageoires caudales et même des dents enfoncées dans leur gorge. Ce n'est qu'en 2013 qu'une étude menée par Lev Tapanila de l'Idaho State University a correctement proposé que la rangée de dents enroulées remplissait entièrement la mâchoire inférieure dans une formation semblable à une scie à brosse. Au fur et à mesure que le poisson vieillissait, de nouvelles dents se formaient continuellement à l'arrière de la mâchoire inférieure, alors qu'il n'y avait pratiquement pas de dents supérieures à proprement parler. Comment l'hélicoprion capturait-il et consommait-il ses proies? Les paléontologues suggèrent que lorsque la mâchoire se refermait, le verticille denté faisait tourner les dents vers l'arrière dans un mouvement semblable à celui d'une scie. Comme si tout cela n'était pas déjà assez effrayant, le plus grand spécimen d'hélicoprion jamais découvert avait une mâchoire de 60 cm de large. Heureusement que ce terrifiant tueur à la scie s'est éteint il y a 225 millions d'années, parce que c'est un vrai tas de non. Oiseau de terreur. Le simple fait que les scientifiques aient surnommé Phorus fracidae oiseau de terreur devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette créature effrayante. Mais je vais quand même aller de l'avant et vous donner tous les détails. Après qu'une météorite ait éliminé de redoutables dinosaures comme le T-Rex et le Vélociraptor, la famille des oiseaux de terreur s'est élevée pour devenir le principal prédateur terrestre en Amérique du Sud, un titre qu'elle a défendu pendant les 60 millions d'années qui ont suivi. Ces bêtes à plumes préhistoriques mesuraient jusqu'à 3 mètres de haut, avaient des pattes semblables à celles d'un T-Rex et un bec crochu capable de sectionner la moelle d'épinière d'un cheval d'un seul coup fatal. Leur règne de terreur a commencé avant l'existence de ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique centrale, lorsque l'Amérique du Sud était encore une île.
Alors que les chats à dents de sabre et les loups ont pris la relève de grands prédateurs ailleurs, la plupart des mammifères d'Amérique du Sud étaient de joyeux herbivores. Les oiseaux de terreur disposaient ainsi d'un vaste choix d'animaux mangeurs de plantes dont ils pouvaient se régaler sans aucune concurrence. Ces créatures rapides étaient équipées d'un bec en forme de pioche, qu'elles utilisaient pour frapper vers le bas et fendre mortellement le crâne des animaux plus petits. Mais ce n'est pas tout, leur tête osseuse pouvait agir comme un attendrisseur de viande géant, et ils utilisaient probablement leurs énormes pattes griffues pour donner des coups de pied à leur proie. Au cours de leur règne de 60 millions d'années, 17 espèces différentes de la famille des oiseaux de terreur se sont succédées jusqu'à leur disparition totale il y a environ 2,5 millions d'années. On apprécie un peu plus les pigeons de rue, n'est-ce pas? Platybelodon. Comment rendre un éléphant ordinaire tout à fait terrifiant? En remplaçant sa trompe par une énorme fourchette charnue. Cette créature fantastique semble avoir été imaginée par un enfant de 7 ans, mais remontée dans le temps entre 8 et 20 millions d'années, et vous verrez par vous-même que le Platybelodon était autrefois tout ce qu'il y a de plus réel. Cet ancêtre de l'éléphant moderne possédait une étrange mâchoire saillante qui consistait en fait en une deuxième paire de défenses élargies, qui ne sont d'ailleurs que des incisives modifiées. Mais à quoi servait cet outil bizarre? Après tout, les animaux ne gaspillent pas leur énergie à développer des caractéristiques inutiles. Lorsque le Platybelodon a été décrit pour la première fois dans les années 1920, on pensait que ces incisives inférieures servaient à pelleter, ramasser, creuser et draguer la végétation molle dans les milieux aquatiques ou marécageux. Mais en 92, le paléontologue David Lambert a proposé que les incisives inférieures étaient également utilisées comme des armes ressemblant à des faux, capables de trancher la végétation épaisse. Au lieu d'arpenter les rivages, le Platybelodon errait dans le Miocène en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord, se nourrissant de plantes terrestres, saisissant les branches avec son tronc et les coupant à l'aide de ses faux spécialisés et intégrés. Comme ces appendices charnus en forme de spore ne se fossilisent pas aussi facilement que les os, nous avons en fait beaucoup de chance de connaître ces créatures bizarres. Heureusement, elles nous ont rendu service en mourant, parfois en masse, près ou dans les rivières qui sont des lieux privilégiés pour la fossilisation. Même s'ils n'auraient pas représenté une menace majeure pour l'homme s'ils étaient encore là aujourd'hui, on peut dire que ces animaux sont toujours l'une des gueules les plus bizarres de l'histoire. Andrewsarchus. Il est difficile d'imaginer qu'un objet portant le nom d'Andrew puisse être plus terrifiant qu'un dinosaure. Mais cette créature féroce prouve le contraire. Bien qu'aucun squelette complet d'Andrewsarchus n'ait jamais été découvert, une partie du crâne de l'un des méchants garçons découverts en Mongolie de 1923 mesurait près d'1 mètre de long. Le chef de l'expédition, Roy Chapman Andrews, a décidé que l'animal devait être un carnivore en raison de ses dents massives et l'a baptisé Andrewsarchus mongoliensis, en son honneur bien sûr. À ce stade, il s'agit du seul spécimen jamais trouvé de cette terrifiante espèce qui vivait en Asie orientale il y a 45 à 36 millions d'années, à l'époque de l'Éocène. Les paléontologues ont reconstitué le reste du corps de l'animal à partir de son crâne et de sa parenté avec une autre créature préhistorique ressemblant à un ours, le Mesonyx. Le résultat est une version de 5 mètres de long et de 2 mètres de haut qui est un véritable cauchemar. Cet animal lourdement bâti, ressemblant à un loup, marchant sur 4 courtes pattes et avec un grand corps et une longue queue, avec des pieds en forme de sabots. Il avait un museau terrifiant, avec des grandes dents broyeuses d'eau et pouvant peser jusqu'à 800 kg et plus de 1 tonne. Au cas où vous auriez besoin d'une raison supplémentaire de trembler de peur, cette taille monumentale fait de l'Andrewsarchus le plus grand mammifère terrestre mangeur de viande connu, ayant jamais vécu. Curieusement, on pense que ces bêtes à sabots sont plus proches des hippopotames que des baleines, et qui appartiennent tous deux à un ordre plus large de mammifères appelés artiodactyles. Comme l'Andrewsarchus est connu pour un crâne et quelques autres os, la question de savoir s'il s'agissait d'un prédateur actif ou d'un simple charognard surdimensionné reste ouverte, mais je vous ne reste certainement pas à courir le risque. Titanoboa. Si vous avez peur des serpents, c'est peut-être le moment de prendre un petit encas. Il y a 60 millions d'années, à l'époque du Paléocène, dans les eaux marécageuses de l'actuelle Colombie, se cachait le plus grand serpent qui n'ait jamais existé, le Titanoboa. Avec une longueur de près de 15 mètres et un poids colossal de 1 tonne 1, ce serpent surdimensionné était 10 fois plus lourd que l'anaconda vert qui règne aujourd'hui sur ces mêmes terres. Malheureusement, le Titanoboa ne s'est jamais mesuré au T-Rex. Existant quelques millions d'années après la chute des dinosaures, le Titanoboa régnait sur l'immense jungle marécageuse où tout était plus chaud, plus humide et plus grand qu'aujourd'hui. Dans le droit fil de ce thème général et de la grandeur, le Titanoboa était si grand qu'on défiait pratiquement les lois de la physique. En effet, toutes ces créatures vivantes ont évolué sous l'effet de la gravité,
La seule raison pour laquelle ces créatures ridiculeusement massives comme la baleine bleue de 30 mètres peuvent exister, c'est que la gravité n'affecte pas autant les géants dans la mer. Les scientifiques supposent que c'est ce que le titanoboa a dû exploiter pour atteindre une taille aussi gigantesque. La créature était si grande qu'elle n'était probablement pas capable de se déplacer sur Terre, et devait passer une grande partie de son temps dans l'eau, se comportant davantage comme un anaconda aquatique malgré son apparence de boa constrictor moderne. Imaginez que vous vous baignez dans la rivière et que vous aperceviez la peau de l'une de ces énormes bêtes à la berge à proximité. Si vous vous demandez ce que mangeait le titanoboa, la réponse est simple, tout ce qu'il voyait. Le serpent géant était un prédateur à l'affût et comptait sur son incroyable force pour extraire la vie de ses proies. Le titanoboa se tenait à l'affût et chassait sur tous les grands reptiles, engloutissant des tortues géantes et même des crocodiles. La raison, et même la date, de l'extinction du titanoboa reste un mystère. Mais imaginez les ravages qu'il ferait sur nous, pauvres humains, s'il ne s'était pas éteint. Jacquylopterus. En 3 mots, géant, mer, scorpion. Je parie que vous n'auriez jamais pensé entendre ces mots ensemble dans une phrase à propos d'un animal de la vie réelle. Vous serez heureux d'apprendre que le groupe aujourd'hui disparu des Eurypterides, également connu sous le nom de scorpions de mer, qui appartenait à l'ordre des arthropodes, était pour la plupart de petites créatures de la taille d'une main humaine. À l'exception du cauchemardesque Jacquylopterus qui vivait il y a environ 460 millions d'années à l'époque du Silurien. Ce scorpion de mer hérissé atteignant jusqu'à 2,5 mètres de long, ce qui en faisait facilement le plus grand arthropode jamais connu. Pour vous faire une idée plus précise de son apparence, imaginez les gros bras de la franchise Alien grandis à des proportions gigantesques, avec la capacité de nager en plus. Son corps segmenté en forme de pagaie était similaire à celui de l'étrange crabe en fer à cheval, mais vous savez, beaucoup plus gigantesque. Jacquylopterus se déplaçait rapidement sous l'eau grâce à ses pattes arrière en forme de rame, ce qui lui permettait de nager rapidement après ses proies. Outre ses multiples membres spécialisés, ce monstre marin était également équipé d'énormes griffes à ressort qu'il utilisait pour attraper des poissons qui passaient à sa portée. L'une des griffes fossilisées, découverte en 2007, mesurait même 45 cm de diamètre. Il est indéniable que si ce scorpion de mer géant avait existé aujourd'hui, il aurait pu utiliser ses griffes pour vous saisir dans une étreinte mortelle et vous écraser le crâne comme une amande. Le règne des Eurypterides, dont le terrifiant Jacquylopterus, a pris fin grâce à l'extinction permienne il y a environ 299 à 252 millions d'années, qui a anéanti plus de 96% de toute vie marine sur Terre. Phoberomys pattersoni. Vous avez peut-être remarqué que de nombreux animaux de l'ère préhistorique n'étaient en fait que des versions améliorées et surdimensionnées de certains animaux qui existent encore aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter l'exemple le plus troublant de ce thème, Phoberomys pattersoni. Ces rasilas de la vie réelle étaient les plus gros rongeurs à avoir jamais foulé la terre, mesurant environ 3 mètres de long avec une queue de 1,50 m. Au fil des ans, des restes de ces rongeurs répugnants ont été retrouvés sur plusieurs sites en Argentine, au Brésil et au Venezuela. Bien que leurs proches parents vivants soient l'humble cochon d'Inde, ils ressemblaient davantage aux capybaras d'aujourd'hui, même s'ils étaient beaucoup plus grands et bien plus lourds. L'examen des squelettes de ces effrayants rasilas suggère qu'ils pesaient probablement environ 800 kg, soit à peu près la taille d'un bison américain. Les membres postérieurs du Phoberomys pattersoni étaient massifs par rapport à ses membres antérieurs minces, ce qui suggère qu'il se reposait probablement sur ses hanches lorsqu'il se nourrissait, utilisant ses membres antérieurs plus petits pour cueillir des plantes. Comme le capybara, le Phoberomys avait une mâchoire profonde et des dents antérieures acérées, adaptées à son régime herbivore granuleux. Bien que mangeurs de plantes, ces énormes rongeurs possédaient des incisives longues de 30 cm capables de causer de sérieux dégâts si on les croisait. Les Phoberomys dominaient les zones humides et les marais littoraux jusqu'à ce qu'ils disparaissent mystérieusement il y a environ 8 millions d'années. Alors la prochaine fois que vous vous inquiéterez de la taille d'un rat dans la rue, rappelez-vous que cela pourrait être bien pire. Hallucigénie. Il n'est pas rare que les paléontologues aient du mal à déchiffrer l'apparence d'un animal, surtout lorsqu'il est éteint depuis 400 millions d'années. Mais le cas de l'hallucigénia était tout de même bien plus difficile que la plupart des autres. En effet, les scientifiques ont étudié ce ver de la taille de 3 cm pendant plus de 50 ans avant de pouvoir déterminer où se trouvait sa tête. Jetez un coup d'œil à cette créature tout à fait ridicule et vous comprendrez ce que je veux dire. En 1977, le paléontologue britannique Simon Conway Morris est tombé sur un étrange fossile de 1,5 cm de long qui avait été trouvé dans les schistes de Burgess, dans les Rocheuses canadiennes 66 ans plus tôt. Il avait déjà été classé dans la catégorie des annélides, qui comprend les sangsues et les vers de terre. Mais Conway Morris n'était pas d'accord. Selon lui, cet organisme farfelu pouvait en fait marcher sur plusieurs paires d'épines semblables à des échasses, tandis que de nombreux tentacules sortaient de son dos.
Il a baptisé la créature Hallucigenia, parce qu'elle était tellement absurde qu'elle ressemblait à quelque chose que l'on aurait pu halluciner lors d'un mauvais trip. Mais en 1991, les chercheurs Lars Ramskjöld et Huxiang Guang ont bouleversé l'idée de Conway Morris, littéralement. Ce qu'il avait identifié comme des tentacules étaient en fait des pattes de la créature. Le modèle était donc inversé. Les épines désormais situées sur le dos de la créature étaient probablement utilisées pour se défendre. Ce n'est qu'en 2015 que Martin Smith de l'université Cambridge a effectué des analyses plus poussées à l'aide d'un microscope électronique et d'échantillons prélevés dans des schistes de Burgess, qui a révélé que la tête du ver se trouvait à l'autre extrémité avec non seulement une paire d'yeux, mais aussi un grand sourire de dents grimaçantes. Bien que les scientifiques ne sachent pas exactement ce que Hallucigenia mangeait, l'anneau de dents autour de sa bouche était probablement utilisé pour aspirer l'eau et la nourriture dans l'intestin. Il était peut-être minuscule, mais il est indéniable que cette hallucination flottante est très troublante. Anthropleura. La plupart des gens se sentent mal à l'aise face à des bestioles de taille normale, mais il y a des millions d'années, ces créatures effrayantes pouvaient atteindre des proportions insensées. C'est le cas de l'Anthropleura, un mille-pattes de 2,5 mètres de long qui parcourait la Terre. À la fin de la période carbonifère, il y a environ 359 à 299 millions d'années. Bien qu'il soit probable qu'Anthropleura était herbivore et se nourrissait de végétaux morts comme des mille-pattes actuels, on ne peut nier qu'il était tout de même assez terrifiant. Les pistes fossiles qui ont été découvertes suggèrent que ces énormes mille-pattes pouvaient se déplacer à grande vitesse, en faisant onduler des centaines de pattes gigantesques à un rythme déconcertant et en faisant des embardées pour éviter les arbres et autres obstacles. Les Anthropleura étaient les plus grands invertébrés terrestres de tous les temps, ce qui signifie qu'il est très peu probable qu'ils aient eu des prédateurs naturels. Leur corps segmenté était si souple qu'ils pouvaient probablement se mettre en position de défense et vous regarder droit dans les yeux s'ils le voulaient. Ces insectes monumentaux se sont éteints peu après la fin de la période carbonifère, lorsque le climat humide a commencé à s'assécher, réduisant considérablement les forêts tropicales qui constituaient leur habitat naturel. Mais pourquoi n'avons-nous pas d'insectes aussi imposants de nos jours? La théorie la plus répandue veut que les insectes préhistoriques soient devenus si gros parce qu'ils ont profité du surplus d'oxygène dans l'atmosphère terrestre. À l'époque où Anthropleura vivait, l'apparition de vastes forêts marécageuses de plaine a entraîné des niveaux d'oxygène atmosphérique d'environ 30%, soit près de 50% de plus des niveaux actuels. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le changement climatique n'est pas réel, présentez-lui ce mille-pattes super bizarre et super grand. Mosasaur. Si vous êtes un fan des films Jurassic World, vous connaissez peut-être déjà le Mosasaur grâce à cette scène impressionnante. Mais le Mosasaurus n'est techniquement pas un dinosaure. Ces grands reptiles marins sont en fait étroitement liés aux serpents et aux varans, mais cela ne les rend pas moins terrifiants. Ce gigantesque carnivore à sang chaud nageait dans les mers du globe il y a 80 à 66 millions d'années. Bien qu'aucun spécimen complet n'ait été jamais retrouvé, les paléontologues estiment que le Mosasaurus atteignait probablement une longueur de 14 à 15 mètres et pesait environ 5 tonnes et demie. C'est plus grand qu'un bus de ville moyen et plus lourd que 2 rhinocéros adultes. Regardez de plus près et vous verrez que le Mosasaurus, captif des films Jurassic World, a 2 rangées supplémentaires de dents terrifiantes à l'intérieur de son énorme gueule. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un exemple classique de déformation de la vérité par les réalisateurs de films à des fins dramatiques, mais non. Tout comme les serpents modernes, le Mosasaurus possédait des dents ptérygoïdes ou des crocs à l'intérieur de son énorme gueule, qui étaient ancrées à sa mâchoire supérieure. Ces dents enfoncées dans les tissus charnus des gencives facilitaient grandement l'appréhension et l'ingestion de proies sous l'eau. En raison de leur parenté avec les serpents et les varans comme le dragon de Komodo, il est même possible qu'ils aient eu d'énormes langues fourchues. Mais nous ne le saurons jamais avec certitude car les tissus mous se fossilisent rarement. Il n'est pas surprenant que les mosasaures aient été des prédateurs extrêmement efficaces. Le contenu de leur estomac a révélé que ces brutes aquatiques mangeaient des ammonites, des poissons osseux, des tortues de mer, d'autres reptiles préhistoriques comme les pléinosaures et même des oiseaux de mer. Leurs fossiles ont été retrouvés sur tous les continents, même en Antarctique. Ils sont même devenus les prédateurs marins dominants pendant la période du Crétacé, jusqu'à ce que l'événement d'extinction KPG qui a mis fin aux dinosaures les anéantisse également. Ouf. Kraken triasique. Depuis des siècles, les pêcheurs racontent l'histoire d'un monstre marin terrifiant capable de faire chavirer un navire et d'engloutir son équipage, le Kraken. Ces bêtes gigantesques ont fait leur apparition sur et dans de nombreux films hollywoodiens, mais ont-ils vraiment existé ? En 1857, le naturaliste danois Jaspetus Tirstrup a examiné un grand bec de calamar qui mesurait environ 87 cm de diamètre.
Il a conclu que le kraken était réel et qu'il s'agissait d'une espèce de calmar géant qu'il a baptisé Architectis dux, ou calamar régnant. Depuis lors, environ 21 espèces de calmars géants ont été décrites, chacune à partir de différentes parties du corps échouées sur les rivages. Ces créatures insaisissables parcourent les profondeurs de l'océan, mais il est difficile de savoir exactement quelle taille elles atteignent, car les spécimens entiers sont rarement retrouvés. Selon certaines estimations, le calamar colossal, la plus grande espèce vivante connue uniquement grâce à ses becs trouvés dans les estomacs des cachalots, pourrait peser jusqu'à 700 kg et atteindre 10 mètres de long. Il ne s'agit peut-être pas d'un calmar de la taille d'un kraken, mais une telle bête a-t-elle déjà rôdé dans des eaux préhistoriques? C'est ce que pense le professeur Mark McMenamin du Mount Holyoke College à South Hadley dans les Massachusetts. Selon lui, il aurait pu y avoir au début du Trias des calmars de plus de 30 mètres de long qui s'attaquaient aux ichthyosaures. Des reptiles marins de la taille d'un autobus scolaire qui ressemblaient un peu aux dauphins d'aujourd'hui. Monsieur McMenamin a présenté cette idée pour la première fois en 2011 lors de la réunion annuelle du Geological Society of America à Minneapolis. Il a fondé son hypothèse sur l'étrange découverte de 9 vertèbres fossilisées d'ichthyosaures au Nevada, disposées en motifs linéaires, qui, selon lui, ressemblent à ceux des disques de succion des tentacules céphaliques. McMenamin rappelle que les céphalopodes actuels sont des créatures intelligentes et que les pieuvres sont connues pour ramasser des os, des coquillages et des rochers dans leurs tanières. Mais d'autres paléontologues ne sont pas aussi convaincus. Certains critiquent le manque de preuves que les céphalopodes stockent réellement leur proie. D'autres ont même accusé M. McMenamin de lire les ossements du site du Nevada comme des feuilles de thé préhistoriques. Mais en 2013, McMenamin s'est retrouvé sur le site du Nevada et a découvert un autre fossile. Cette fois, un fragment qu'il pense être l'extrémité d'un énorme bec appartenant à un kraken du Trias. Malheureusement, le fossile non identifié est trop fragmenté pour prouver la taille du céphalopode auquel il aurait pu appartenir. Bien qu'il y ait peu de preuves de l'existence d'un calmar vraiment monstrueux aujourd'hui, les théories de McMenamin suggèrent qu'il y a des raisons de croire que les calmars ont atteint des tailles stupéfiantes dans un passé lointain. Et si l'on considère que seuls 5% des vastes océans ont été explorés jusqu'à présent, il est tout à fait possible que quelque chose de bien plus grand et de bien plus effrayant que le calmar géant se soit autrefois caché hors de la portée de l'homme. Si vous deviez ramener l'une de ces horreurs préhistoriques d'entre les morts, laquelle choisiriez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.